Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis enchanté d'être ici dans ce congrès et je voudrais parler souvent français. Heureusement, mon français n'est pas assez bon. Je dois parler en anglais. Je suis désolé. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon objectif aujourd'hui, j'ai deux objectifs par rapport à mon discours. Le premier, c'est de vous fournir des réflexions générales sur les concepts que sont la continuité et la discontinuité, qui sont potentiellement utiles lorsqu'on pense aux rivières et à leur système. Je vais discontinuity that is really at the heart of this conversation that we are having over these days, and provide some insights, if you will, from recent studies on dam removals, largely in the Pacific Northwest of the United States. Et notamment donc dans mon pays au nord-ouest des États-Unis. Donc certaines de ces réflexions vous seront certainement utiles lorsque vous pensez au problème général justement d'enlever des barrages sur les rivières. Laissez-moi débuter par une définition générale qui est un petit peu différente de celle que vous pouvez avoir dans vos têtes. Qu'est-ce que la continuité? J'ai utilisé le terme continuité pour refléter le processus où l'État qui ne change pas de façon abrupte, que ce soit dans le temps ou l'espace. Et c'est un petit peu différent à la façon dont ce terme a été utilisé dans cette pièce jusqu'alors. Donc normalement, la continuité, on parle de déplacement, de sédiments, d'eau. Dans ce sens, la continuité reflète les processus, les dynamiques des états, des systèmes, pas seulement des rivières. Il n'y a pas de changement abrupt. C'est directement lié à la déclaration J. Hoover Macon qui parle donc d'une rivière qui, sur une période de plusieurs années, la pente est délicatement ajustée pour fournir justement la bonne pente pour la transportation de la charge et de l'eau. Donc il y a une progression. C'est une transition qui n'est pas abrupte. Cela est ici donc lié à notre notion de succession des différentes espèces. Donc c'était une transition graduelle, des changements doux de par le temps. À nouveau, donc on a notre propre succession, donc depuis les primates jusqu'à nous en fait. Donc des exemples évidents, donc c'est la continuité des rivières de 1970 qui explique le type de transition qui se passe donc en descendant les rivières, le passage de différents organismes, différentes espèces. Ces concepts se basent sur nos notions de système de nature de façon générale et pour les systèmes des rivières en particulier. C'est la seule chose à laquelle... C'est pas la seule chose à laquelle nous devons penser, on doit aussi penser à la discontinuité. Ce n'est pas une situation où justement la continuité est bonne et que la discontinuité est mauvaise. La discontinuité, ça peut être une absence de continuité, plus précisément des processus, des états, des conditions
qui justement connaissent des changements abrupts dans le temps et l'espace. Et ça fait également partie donc, des systèmes des rivières. On ne peut pas comprendre les rivières sans conceptualiser justement la continuité et la discontinuité. L'exemple le plus frappant de discontinuité dans les systèmes de rivières, c'est peut-être donc les exemples que vous avez, donc justement un changement abrupt de degré de la rivière, donc avec des chutes d'eau. Donc on a des barrages naturels qui se développent sur les systèmes des rivières, en partie du fait de résultats d'éboulement de terrain ou de baisse du niveau de l'eau, donc ça fait partie des dynamiques des systèmes de rivières. Et donc vous avez donc des exemples naturels ici à l'image. Ça fait partie de nos systèmes de rivières. On peut avoir d'autres exemples de discontinuité, des changements abrupts qui se produisent sur justement c'est successif avec des cascades, comme des piscines naturelles qui se créent. Donc c'est des séquences de transition abruptes. À une échelle plus élevée, on a des sections totales de rivières, justement, qui ont des caractères tout à fait différents, avec des lits de rochers. Ces caractéristiques introduisent des discontinuités, des changements, des barrières, des changements dans justement l'écoulement de la rivière. Donc ça peut être le résultat d'inondations, donc les chenaux peuvent changer de forme. Ce sont des aspects des systèmes des chenaux qui doivent être reconnus avec la continuité. Ce ne sont pas seulement les chenaux, on en a d'autres exemples de discontinuité. On a des séquences d'évolution, par exemple un équilibre ponctué. Donc un développement d'espèces rapide, on a des perturbations, donc ça peut être des feux, du vent très très fort. On a des transitions abruptes également de la végétation à des échelles qui sont plus ou moins grandes. Donc ce que je vous propose ici, c'est justement de conceptualiser la continuité et la discontinuité en même temps. On doit voir ces deux choses comme les attributs des systèmes des rivières. On doit penser à notre gestion pas en termes de favoriser un côté plutôt que l'autre. Il faut au contraire voir comment les deux se produisent et quelles sont les actions justement qu'il faut que nous entreprenons pour produire cette continuité ou cette discontinuité. À présent, je vais passer au sujet dont beaucoup d'entre vous ont parlé dernièrement. Donc les barrages et leur enlèvement. Ces concepts généraux donc de continuité et de discontinuité. Ce n'est pas une surprise pour ceux ici présents qu'il y a beaucoup de barrages. C'est une base de données japonaise. Et ils ont débuté cette base de données dans les années 1990. En Europe, aux États-Unis, au Japon,
Et en Afrique, dans des régions d'Afrique du Sud, en Inde, le monde est rempli de barrages. Vous êtes familier avec certains d'entre eux, mais on a des problèmes et on se demande est-ce qu'on a besoin de ces barrages. Et si ce n'est pas le cas, comment faire pour nous en débarrasser? La question d'enlever les barrages est née du développement de la fragmentation de nos systèmes de rivières. C'est associé à des changements de processus. However, as you may have gathered, certainly from the talks both today and Vous avez yesterday, certainement réuni des discours d'hier et d'aujourd'hui que justement le fait d'enlever les barrages, c'est lié au contexte culturel et historique. Donc c'est pas universel de les enlever. Aux États-Unis, je crois que c'est ce que Colin a déjà introduit, il y a une série donc déclencheurs. Par exemple, on a des infrastructures qui sont obsolètes, qui ne sont plus utiles et qui imposent, qui font que ce sont des dangers par rapport à la sécurité. Et c'est pourquoi on doit enlever ces barrages. Ça peut être une question de sécurité publique. On a également d'autres problèmes. Donc le fait d'avoir une concession pour ces barrages. On peut parler donc d'une fenêtre politique. Donc est-ce que les barrages peuvent être considérés pour justement obtenir un nouveau permis d'exploitation? La dynamique est affectée justement par notre position environnementale à ce sujet. Donc justement, si on a des espèces en danger, est-ce que oui ou non, on donne à nouveau un permis d'exploitation? Donc, si on ne peut pas faire cela d'un point de vue économique, parfois donc les barrages sont mis à la retraite. C'est le contexte, justement, que vous compreniez ce qui se passe par rapport au retrait des barrages aux États-Unis. Enlever ces barrages, donc c'est pour expliquer nos bonnes intentions à l'égard de l'environnement. Il y a eu beaucoup de barrages qui ont été enlevés dans beaucoup d'endroits. Ce que j'aimerais faire dans le temps qui me reste, ça serait justement de vous faire part des leçons que nous avons apprises en enlevant des barrages. Donc ces leçons apprises, donc dans un contexte plus large, j'aimerais les situer. Donc ça s'est fait au cours des 100 dernières années, disons. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont été réalisées sur l'impact des barrages sur les rivières. Et ces études, donc là, vous avez justement l'échelle du temps. Donc ces études scientifiques, donc ça a été sur des barrages individuels. Il y a eu également des études sur de multiples barrages, donc, et voir justement qu'est-ce qu'on peut tirer en assemblant les études de cas. Et ensuite, on a eu justement un cadre conceptuel pour comprendre les barrages et leurs effets sur les rivières. Et récemment, on a eu le développement de modèles analytiques et mathématiques pour voir les effets des barrages sur les rivières. Si on pense à l'enlèvement des barrages dans ce contexte, c'est ce qui est souligné ici dans ce cadre en haut. C'est le même modèle de recherche scientifique depuis le début des années 90 et même avant. On a eu des études de cas individuelles pour enlever des barrages individuels. Ensuite, on a eu l'émergence récente d'un travail de synthèse pour essayer de réunir les leçons apprises de ces différentes études de cas, et j'en parlerai.
plus tard, avec davantage de détails. Il y a eu le développement de modèles conceptuels qui nous permettent justement de prévoir ce qui devrait se produire, et très récemment, on a eu de nouveaux modèles mathématiques pour réduire les effets géomorphiques de l'enlèvement, l'arasement de barrages. Je parlerai brièvement de l'effet biologique également. Donc, qu'est-ce qu'on a tiré des études récentes de l'enlèvement des barrages dans le nord-ouest américain? C'est pas seulement au niveau de la géographie, c'est la première leçon qu'on a apprise. Ce sera sûrement pas une surprise qui que ce soit. Le fait d'enlever un barrage, tout dépend réellement de la nature du barrage et de la rivière. La différence, c'est surtout où est-ce que le barrage se trouve dans le paysage. Il y a différents impacts sur le système de la rivière. Est-ce que cela a un impact sur le régime des sédiments, de la température, la chimie, la qualité de l'eau? On a vu des exemples similaires hier. Donc il y a différentes variables ici, le débit, les sédiments, la température, la chimie. Le barrage influence cela de façon différente. Donc ça change la morphologie du canal en aval, ça peut changer la qualité de l'eau en aval et également la biologie aquatique en aval également. La deuxième leçon, à nouveau, semble évidente, mais elle est importante, il faut la prendre en compte. Le fait d'enlever les barrages, ça dépend si on parle de barrages qui sont petits ou grands. Donc les barrages qui sont grands font plus de 15 mètres. La plupart des barrages que j'ai vus pendant les présentations tombent dans la catégorie des petits barrages, donc moins de 15 mètres. La raison pour laquelle cette distinction est importante, c'est que dans le cas de grands barrages, les réservoirs derrière sont seulement partiellement remplis de sédiments et il faut les faire descendre. Donc les petits barrages, c'est facile de les éliminer rapidement. Ils sont souvent remplis de sédiments qui ont une importance pour la richesse en aval. Donc ici, c'est le temps où on a enlevé les barrages aux États-Unis. Ça vous montre le volume de sédiments qui ont été libérés en conséquence justement de l'enlèvement du barrage. Là, c'est une échelle donc, de magnitude. The early dam removals were of this sort, were only 1,000 cubic meters, 10,000 cubic 10 000 mètres cubes de sédiments donc, qui étaient libérés. Which the volumes of sediment were in the hundreds of cubic meters. So most of the French dams fall in this category here. Les barrages français font plutôt partie de la catégorie sur la gauche. Mais maintenant, dans les dernières années, comme vous pouvez le voir sur la droite du graphique, on voit des centaines de milliers, et pour le barrage Elwha, des milliers de mètres cubes de sédiments. Donc on peut voir que la quantité de sédiments est proportionnelle à la taille des barrages. Et c'est un aspect très important. Une autre leçon importante, quand nous regardons les études sur les effacements des barrages, et le fait que nous avons appris que même pour les grands barrages, les sédiments dans le réservoir sont libérés rapidement. Ce graphique montre, sur l'axe des abscisses, encore une fois, le nombre de jours depuis le retrait du barrage, et sur l'axe des ordonnées, le pourcentage de sédiments libérés pour chaque
cas. Ce qu'on a appris, c'est que le taux de retrait des sédiments du réservoir dépend de la façon, la méthode de l'effacement. Est-ce qu'il a été fait en plusieurs fois ou en une fois? Et ensuite, il dépend de la taille du sédiment. Est-ce que ce sont des grains grossiers? Est-ce que ce sont des grains fins comme le sable? Des graviers ou des galets. Donc, dans presque tous les cas, on voit qu'en 1 ou 2 ans, parfois même en quelques mois, tout le sédiment, toute la matière qui a été stockée depuis des dizaines d'années, qui ont été accumulées là, elles sont transportées rapidement. Les rivières sont très efficaces. Ce que nous avons appris aussi, c'est que l'état des sédiments vont dépendre de la taille des grains. Donc pour le même barrage, le même retrait de barrage, on a pu tracer et identifier les sédiments qui ont d'abord été libérés. D'abord, on a une caractérisation du sable et ensuite à droite du gravier. Ce qu'on voit, c'est que le sable voyage rapidement, il parcourt des dizaines de kilomètres vers l'aval rapidement. Il y avait plutôt une bonne efficacité de transport dans cette rivière. Pour le gravier, donc qui est plus grossier, il s'est déposé juste en aval. Il n'a pas parcouru beaucoup de distance. Nous avons vu cette caractéristique dans d'autres cas. Ici, par exemple, des petits barrages qui montre le profil des sédiments juste en aval de là où le barrage se trouvait. On peut voir que les sédiments grossiers remplissent les piscines naturelles juste en aval. Les sédiments grossiers donc ont un impact local, alors que les sédiments fins voyagent beaucoup plus loin. Ils vont vers de grands fleuves, vers l'océan même, jusqu'à l'océan parfois. Donc quand on pense à l'effacement des barrages, il faut penser au destin des sédiments. Jusqu'où est-ce qu'ils vont aller? À quelle vitesse? J'en arrive presque à ma conclusion. Je voulais vous parler rapidement des caractéristiques biologiques. Pour la communauté de défense de l'écologie, c'est très important. Et ce que nous voulions montrer ici, c'est que si vous avez sur l'axe des ordonnées ici l'état de santé de la rivière qui s'améliore, on part du principe que l'état de la rivière est idéal. Le retrait du barrage. Il y a un retrait du barrage. On voit juste après un état de santé perturbé pour la rivière, avec la libération des sédiments, le transport de beaucoup d'éléments. Et l'état de la rivière est restauré, pas seulement avec le transport des sédiments, mais avec les nouveaux mouvements des organismes. Ces écosystèmes biologiques, bien sûr, sont plus complexes que ce que nous représentons ici sur ce graphique, parce que vous pourriez avoir une trajectoire restaurée, qui est le résultat des mouvements des poissons qui étaient empêchés par les obstacles, mais il peut y avoir aussi les mouvements des espèces envahissantes ou la réintroduction d'espèces envahissantes. Donc, les systèmes biologiques, il est beaucoup plus difficile de les prévoir, de les modéliser. Je vais terminer avec juste quelques commentaires. Une des choses que nous avons apprises avec ces différents exemples d'effacement des barrages était que nous pouvons maintenant être plutôt confiants, nous pouvons prédire avant le retrait comment l'écosystème va se comporter, comment la rivière va se comporter, combien de sédiments vont être transportés, vont sortir du réservoir, quels sont les types de sédiments, comment vont-ils se comporter, quel sera l'effet, quelles seront les conséquences du point de vue du transport de sédiments, du retrait. Donc nous pouvons hiérarchiser là, nous pouvons prioriser avec des modèles mathématiques. Nous avons plutôt
accumulé suffisamment d'expérience dans ce domaine. Nous pouvons faire ceci pour le côté amont et aval également. Nous connaissons la taille du sédiment, donc nous pouvons dire à quelle distance ils vont être transportés. Quels seront les impacts sur les différents canaux affluents? Nous avons donc des capacités bien meilleures qu'il y a 10 ans de prédire, de prévoir. Je vais à présent conclure avec un point encore plus large qui est lié à beaucoup de choses que nous avons dit jusque-là. Nous avons parlé de l'effacement des seuils, nous avons parlé du contexte social, environnemental. L'histoire de la construction des barrages souvent est liée à la vie d'entreprise, à la vie locale. Donc si on regarde le cycle de vie des barrages, nous avons parlé des cas dans différentes régions, nous avons parlé avec Colline de la Nouvelle-Angleterre. Si on regarde l'histoire de la construction des barrages, c'est comme essayer d'apprivoiser la nature, demander à la nature de nous produire de l'énergie, de nous produire de l'alimentation. Les barrages étaient dans un sens une marque de progrès. Les humains contrôlent leur environnement. Voici donc une image à San Francisco d'un barrage qui symbolise vraiment le progrès. Dans les années 90, nous avons commencé à poser des questions. Est-ce que nous avons vraiment besoin de tous ces barrages? Ici, c'est un secrétaire d'État qui est venu donc avec un marteau pour détruire un des barrages. Nous n'avons bien sûr pas terminé. Aujourd'hui, nous voyons des changements, encore une évolution. Aujourd'hui, il est question du climat, changement climatique, malgré ce que dit notre président américain. Nous voyons les sources d'énergie à faible émission de carbone qui sont nécessaires. Il faut donc repenser aux barrages, penser que peut-être nous en avons besoin, peut-être qu'ils peuvent nous aider à atténuer les effets climatiques sur les rivières, les flux des rivières. Donc il faut faire attention, on ne peut pas forcément toujours pousser pour le retrait des barrages, mais penser à leur utilité, peut-être à l'avenir, penser au contexte culturel à venir, et que nos actions finales soient vraiment de restaurer les rivières, de nous fournir des écosystèmes dans les rivières qui survivront à l'avenir. Je vous remercie pour votre attention.